Nos vies dépendent de la science, de la médecine et de la technologie à un degré sans précédent. Et ça veut dire que bien comprendre de quoi il en retourne et de quels sont les enjeux éthiques qui entourent un peu tout ça est devenu un enjeu fondamental pour nos démocraties. On vote régulièrement sur des questions qui portent sur ces enjeux et il faut être informé comme citoyen. C'est une excellente raison d'aller visiter l'exposition de la Fondation Brochet qui trace tout au long de l'existence les points de contact que nous pouvons avoir avec les questions éthiques qui entourent la science et la médecine. Cette exposition est organisée autour de panneaux qui s'égrènent au cours d'une biographie humaine, la biographie de Lucie, la protagoniste qui, lorsqu'on la rencontre, n'existe en fait pas encore, puisque sur le premier panneau, on voit un ovocyte et un spermatozoïde en train de se rencontrer, et à ce moment-là, il n'y a vraiment personne qui défendrait le statut de personne de ce qui n'est pas encore un embryon. Il y a cependant déjà des questions éthiques qui se posent à ce moment-là, la question de la congélation des ovocytes, la question du diagnostic préimplantatoire et puis surtout la question de l'eugénisme qu'il est tellement important de comprendre à l'heure où certains malheureusement aimeraient voir ce concept revenir à la mode. Sur le panneau suivant, on rencontre un embryon et alors là c'est la grande question qui soulève tellement de passion, celle du statut de l'embryon qui divise durablement nos sociétés, quel que soit le cadre légal dont elles se dotent. Finalement, il n'y a aucune société, quelles que soient ces lois, où les personnes sont complètement unanimes sur cet enjeu. Une petite précision sur ce panneau cependant également, il est question ici, à l'occasion du statut de l'embryon, de ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec les cellules souches embryonnaires. J'aimerais préciser que les cellules souches embryonnaires sont en fait prélevées sur un embryon beaucoup plus précoce que celui qui est montré sur ce panneau. Un embryon qui est comme une sorte de petite sphère avec un kyste à l'intérieur et quelques cellules, quelque chose qui n'a même pas de manière distante la forme humaine que l'on reconnaît sur le panneau. Sur le panneau suivant, on rencontre Lucie. Comme fille, elle commence à marcher à quatre pattes et il y a toutes sortes de questions de la médecine de reproduction qui se posent, mais également des questions autour de la santé des enfants, autour de la prévention, autour de la vaccination. Ça, c'est un enjeu qui soulève un peu trop de passion, j'ai envie de dire, parce qu'au fond, c'est vraiment très clair que c'est une bonne idée de vacciner ses enfants. C'est à ce prix-là que tant d'entre eux survivent. Et en fait, on pourrait faire le petit jeu de s'imaginer qui d'entre nous ne serait pas là si la vaccination n'existait pas, parce que soit nous, soit nos parents, parfois même nos grands-parents, seraient décédés d'une maladie que l'on sait aujourd'hui prévenir grâce à la vaccination. En fait, on ne peut pas répondre à cette question. Personne ne sait qui serait mort sans la vaccination, mais on sait que ce serait de très nombreuses personnes et que bon nombre d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui. Lucie grandit, elle marche, elle va à l'école, et puis peut-être elle tombe malade et elle doit avoir recours à la médecine et se pose des questions de consentement éclairé, du rôle des enfants grandissant et qui se développent. Ce rôle devient de plus en plus important à mesure qu'ils deviennent capables de participer aux décisions les concernant. Évidemment, c'est avec la capacité de discernement en général à l'adolescence qu'ils deviendront capables de prendre des décisions de manière autonome sans nécessairement avoir besoin de l'accord de leurs parents. Évidemment, beaucoup d'adolescents souhaitent quand même avoir l'accord de leurs parents sur ces questions complexes. Mais avant la capacité de discernement, la décision sera partagée avec une part de plus en plus importante pour l'enfant. Sur le panneau suivant, Lucie est une jeune femme. Elle a sans doute déjà depuis un certain temps fait la connaissance des smartphones et des applications. Ça, c'est un chapitre vaste, qui a quelque chose à voir avec la santé bien sûr, mais pas que, puisqu'il s'agit d'une technologie très envahissante qui couvre toute une série d'enjeux de nos vies, des questions de vie privée, des questions d'influençabilité et de manipulation de nos désirs et de nos préférences. Il y a tout un chapitre là qui est absolument passionnant. Et puis également les questions d'accès à la contraception. La contraception en Suisse n'est pas remboursée par l'assurance maladie, dans certains autres pays elle l'est. Mais à l'inverse, il y a aussi des pays où son accessibilité est remise en cause par des lois restrictives. C'est tout un chapitre très important lui aussi. Lucie grandit, elle a une famille, elle travaille, se pose des questions de performance. On a des sociétés très centrées sur le travail, très centrées sur la performance au travail. Et peut-être parfois un peu trop centré là-dessus, ça donne lieu à des tentatives technologiques parfois d'amélioration de nos performances. Est-ce que ça devrait avoir une place aussi centrale? Est-ce que nous ne devrions pas prendre un pas de recul et peut-être développer nos technologies pour nous permettre justement de prendre un peu plus de recul? Toute une série de discussions également passionnantes ici. Ce centrage que nos sociétés placent sur le travail et la performance au travail peut poser problème lorsque l'on vieillit, comme c'est le cas de Lucie sur le panneau suivant, puisque la performance au travail et le travail rémunéré
qui a une place centrale dans la lumière, dans nos sociétés, peut marginaliser les personnes retraitées qui ont souvent, heureusement, une vie pleine, entière et contribuent de manière extrêmement importante à nos sociétés. Nous sommes une de seulement 4 espèces qui ont une ménopause, donc qui ont centré dans la biographie le rôle de grands-parents. Mais par contre, on ne donne pas nécessairement assez de place, assez de justice à ce rôle, parce que justement il n'est pas rémunéré, parce qu'il est gratuit et que donc il serait sans valeur. Je vous laisse juger. Sur le panneau suivant, Lucie vieillit, devient malade, se poser question d'acharnement thérapeutique, de limite de la médecine, de décision de fin de vie. Ça, c'est de nouveau une question ou une série de questions qui prend beaucoup de place dans l'espace public, à juste titre, parce que finalement, la médecine est là pour permettre le reste de l'existence, pas pour tenter de survivre à tout prix. Et lorsque la question qui se pose n'est plus va-t-on vivre ou mourir, mais va-t-on mourir plutôt comme ci, ou plutôt comme ça, ou plutôt comme ça devient important de se la poser dans ces termes et de bien réfléchir sur nos priorités. C'est important également de discuter de nos priorités avec nos proches parce que lorsque l'on perd notre capacité de discernement, ce sont eux qui devront nous représenter. Petit rappel ici que nous avons tous et toutes le droit de rédiger des directives anticipées pour donner voix à nos priorités, à ce à quoi on consentirait, ce à quoi on ne consentirait pas si nous perdons notre capacité de discernement en devenant malades. C'est une aide pour les professionnels de la santé qui vont s'occuper de nous, mais c'est surtout et fondamentalement une aide pour nos proches, car dans cette lourde responsabilité qui sera la leur, la protection numéro 1 est l'intime conviction d'avoir agi conformément aux volontés de la personne qu'ils représentent. Évidemment, pour ça, il faut qu'ils la connaissent. Les questions de fin de vie vont jusqu'aux questions sur la mort volontaire. Est-ce qu'on devrait avoir le droit, comme ultime liberté, de choisir notre heure? La Suisse est un des rares pays qui autorise l'assistance au suicide dans certaines circonstances. Ces circonstances sont régulièrement renégociées, ce qui fait que même si cette loi est très ancienne, elle a été reconfirmée à maintes reprises. On a régulièrement des débats, il se peut qu'on en ait un à nouveau prochainement, affaire à suivre. Et puis également la question du don d'organes, la question de est-ce qu'on a le droit ou non et dans quelles conditions de prendre des organes à une personne décédée pour les transplanter chez une personne qui peut ainsi avoir la vie sauve. De nombreuses personnes se sont prononcées favorablement en faveur du don d'organes dans notre pays. Malheureusement, nous sommes un peu moins nombreuses à avoir fait la démarche de l'écrire sur une carte de donneur. Si c'est votre cas, que vous êtes favorable au don d'organes et que vous souhaiteriez donner vos organes si les circonstances le permettaient, eh bien faites cette démarche, prenez une carte. Le panneau suivant est presque vide, puisqu'il s'agit de questions de la vie après la mort, et là-dessus, la science n'a pas grand-chose à dire. Ce ne sont pas des questions qui sont accessibles à la démarche scientifique, et si certains essayent de vous convaincre du fait qu'ils auraient fait des expériences scientifiques pour démontrer quelque chose à ce sujet, ne les croyez pas trop. Mais évidemment, les questions au-delà de notre mort et au-delà de notre mortalité suscitent beaucoup de fantasmes, des rêves, peut-être aussi des cauchemars, toutes les questions du transhumanisme. Beaucoup de personnes rêvent de la possibilité de prolonger radicalement l'espérance de vie, peut-être encouragée par le fait que dans les derniers 200 ans, nous avons déjà prolongé radicalement notre espérance de vie. Au milieu du 19e siècle, l'espérance de vie moyenne en Suisse était de 40 ans. On a doublé ça dans l'intervalle. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut répéter l'exercice parce qu'il s'agissait surtout d'écarter de nos biographies les causes de mort prématurée. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour le moment tout du moins, largement chose faite. Mais il y a des personnes qui rêvent de vivre 400 ans, 1000 ans. Alors imaginez-vous les effets sociétaux, imaginez-vous les effets familiaux s'il fallait partager la table de Noël, non seulement avec 2 ou 3 générations, mais avec 10 ou 12 générations et converser avec des personnes qui auraient grandi à 500 ou 1000 ans. Ce serait peut-être passionnant sur le plan historique, mais peut-être qu'il y aurait quelques tensions aussi. Bref, ce sont ces exercices d'imagination qui sont l'intérêt principal de ces discussions, puisque, soyons clairs, nous parlons de science-fiction. Mais la science-fiction, justement, nous permet de faire par l'imaginaire des exercices moraux que nous ne faisons pas dans la vraie vie. Et ça nous permet aussi de progresser sur le plan moral, sans avoir à vivre les différentes difficultés que cet imaginaire nous présente. Voilà, toute une série de questions, toute une série d'enjeux à discuter. Allez voir cette exposition, elle est passionnante. Discutez-en avec les personnes avec qui vous la visiterez, avec d'autres personnes que vous rencontrerez peut-être à cette occasion ou celles qui vous y guideront. J'espère que vous en sortirez avec quelques réponses, mais surtout beaucoup plus de questions.